Ravi de vous retrouver pour la suite de ce forum franco-allemand de l'énergie en ligne qui a lieu à une date symbolique. On en a parlé le 22 janvier. C'était en 1963 la signature du traité de l'Élysée. Donc on est vraiment sous le signe de la coopération franco-allemande. Autour de ce thème, une perspective d'évolution pour le design du marché de l'électricité en Europe. Vous êtes nombreux à vous suivre. On vous en remercie. Près de 600 personnes qui nous suivent en ligne. Je rappelle que les présentations que vous allez avoir dans un instant et également tous les enregistrements audio seront disponibles pour vous à partir du 4 février. On va donc aborder plus en détail le sujet de la réforme du marché de l'électricité dans l'Union européenne dont on a parlé avec des objectifs, protéger le climat, les consommateurs et assurer les investissements. Pour en parler en détail, on est ravi d'accueillir Madame Metzschild Versdorfer. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, vous êtes la directrice générale adjointe de l'énergie au sein de la Commission européenne. Je vous passe la parole pour cette présentation. On pourra ensuite avoir une ou deux questions du public. Merci, je vous passe la parole, Madame la directrice générale adjointe de l'énergie. Merci beaucoup und guten Morgen aus Brüssel. Es ist mir eine Et Freude heute. bonjour de Bruxelles. C'est un plaisir pour moi d'être des vôtres aujourd'hui à ce forum sur l'énergie et notamment sur la réforme du design du marché de l'électricité européen. J'ai des slides en anglais. Je tente de parler allemand. Le timing, nous l'avons entendu. En ce qui concerne les relations franco-allemandes, et donc une date importante. Lorsque nous avons travaillé sur la réforme que je vais vous présenter, il y a eu une étroite coopération entre l'Allemagne, la France et la Commission européenne. Ce marché intérieur de l'énergie est éminemment important. Vous savez que depuis le 1er décembre, nous avons une nouvelle commission à Bruxelles. Madame la présidente von der Leyen entame son deuxième mandat. Nous avons Timone Rivera comme vice-présidente, notamment pour l'énergie, et Monsieur Dan Jurgensen, le commissaire responsable en la matière. Les prix de l'énergie, la compétitivité et le marché intérieur sont autant de sujets qui tiennent au cœur de la nouvelle Commission. Il s'agit donc de la poursuite de ce que nous avons lancé lors du dernier mandat. Et là, j'en arrive notamment au design du marché de l'énergie qui constitue donc un aboutissement clé. Mais nous savons aussi que le marché intérieur de l'énergie a connu de grands chamboulements. Il nous faut donc mettre en œuvre ce nouveau design, mais il y a de nouveaux sujets qui s'ouvrent pour ce mandat et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, c'est le pacte vert qui reste au cœur de l'intérêt. Comment donc mieux faire participer les citoyens à la démarche? Nous avons besoin d'investissements, mais en ce qui concerne les énergies abordables, à la fois pour l'industrie et pour les particuliers, eh bien, il faut voir ce que nous pouvons faire pour renforcer notre compétitivité, pour faire adhérer nos citoyens à la démarche. Le nouveau mandat de la Commission est un bon début. Le discours de Mme von der Leyen à Davos hier comprenait aussi un volet sur l'énergie. Voilà, en guise de propos liminaires, je vous propose donc de montrer le premier transparent. Pendant notre dernier mandat, nous avons fait face à beaucoup de défis. Il y a eu la crise de la COVID et en matière énergétique, on ne s'y attendait pas. Cette agression de la Russie par rapport à l'Ukraine en février 2022, mais
la Russie a aussi usé de l'énergie comme une arme. La Russie livrait 45% des importations de gaz en Union européenne, en Allemagne, mais dans d'autres pays membres. Nous avons réduit cela en 3 ans à 19% au maximum des importations de gaz de Russie à l'heure actuelle et nous souhaitons réduire davantage. Nous souhaitons nous affranchir de ces importations, nous souhaitons nous diversifier et nous souhaitons avoir plus d'énergie renouvelable et d'énergie locale dans le nucléaire, justement, pour nous affranchir des combustibles fossiles et de ces importations importantes. Les effets de cette crise en 2022-2023 étaient des pics d'énergie très élevés, notamment en août 2022. Et c'est là que nous avons décidé qu'il nous faut prendre de nombreuses mesures, mais surtout donc nous affranchir de ces importations fossiles notamment et promouvoir les énergies renouvelables, accélérer la démarche. Voilà pourquoi nous avons misé sur cette réforme du design du marché de l'énergie. Voici donc la proposition que nous avons faite et on peut dire que nous l'avons réalisée en un temps record. Il y a eu quand même des débats nourris en amont de l'adoption de la proposition de la Commission, ce qui s'est fait en mars 23. Entre mars et décembre 23, il y a eu des négociations très intenses avec tous les pays membres, mais notamment aussi avec l'Allemagne et la France. L'adoption s'est faite en mai 2024 lors du Conseil des ministres de l'énergie. Donc, cette mesure est en vigueur maintenant et c'est jusqu'au 17 janvier, donc il y a quelques jours. C'était la date limite pour la transposition par les États membres. C'était donc un rythme soutenu, mais il était important que les États membres mettent rapidement en œuvre ces mesures. Pourquoi? Parce que cela comprend beaucoup de choses pour mieux gérer la volatilité des prix, pour permettre davantage de marché intérieur, davantage de protection des consommateurs. Donc, c'est un appel lancé à tous, mais aussi à l'Allemagne et la France, de transposer le plus rapidement possible cette directive. Alors, quelle est la clé, en fait? Quel est le cœur de cette réforme? J'évoquerai 3 principaux volets. Nous souhaitons promouvoir les accords d'achat, les accords d'achat d'électricité, en anglais PPA. Pourquoi est-ce que ça marche mieux dans certains États membres, moins bien dans d'autres? Que peut faire la Commission pour inciter les États membres à promouvoir davantage les PPA? Deuxième élément, les signaux prix long terme doivent être stabilisés. Ce sont ce qu'on appelle les contrats d'écart compensatoire, Contracts for Difference. Ensuite, le grand sujet de la flexibilité, l'offre et la demande, comment mieux parvenir à une adéquation entre les deux, avec des solutions qui ne seraient pas des centrales à gaz ou à charbon, et aussi le sujet des marchés à terme. Je reprends les différents sujets. En ce qui concerne des signaux prix long terme, nous souhaitons que les États membres simplifient les PPA, les permettent. Certains le font. Et là, nous remercions également l'Allemagne et la France qui ont soumis leurs plans climat nationaux à l'horizon 2030. Les pays membres nous communiquent leur trajectoire pour l'atteinte des objectifs climat à l'horizon 2030. Nous sommes en voie d'analyse. On va voir si on va y parvenir d'atteindre ces objectifs. Et les pays membres doivent donc nous dire ce qu'ils ont fait concrètement pour faciliter la signature de ces PPA.
même toile de fond, mais là, l'État fait partie de la donne. Ce sont les contrats d'écart compensatoires, Contracts for Difference. Nous avons proposé certains principes pour que ces contrats soient efficaces. Les coûts système doivent être minimisés. C'est là un grand sujet lorsqu'il s'agit des prix de l'énergie. Comment rendre l'ensemble du système plus efficace sans pour autant prendre des mesures qui seraient néfastes pour la compétitivité. Donc, ces contrats sont un outil à utiliser. Troisième élément, et ces 4 volets, en fait, sont liés. Nous sommes en train de passer au crible d'éventuelles solutions de flexibilité non fossiles. C'est important aussi pour les factures électroniques. Madame Morland et Monsieur Nimmermann l'ont déjà évoqué dans la dernière séance. Donc, il s'agit donc d'exploiter l'écrêtement, l'effacement et le stockage. Ce n'est pas encore le cas. Il y a beaucoup de potentiel d'utilisation du stockage et la demande aussi doit contribuer davantage. Nous avons demandé une méthodologie à l'ACER, au bureau des régulateurs, et les États membres doivent faire une évaluation de leur solution flexibilité jusqu'à l'été. Nous souhaitons vraiment faire avancer la flexibilisation. Nous sommes déjà en train d'analyser les différentes options et dans le texte législatif du design du marché de l'énergie, il y a aussi des possibilités de hedging, de couverture améliorée. Et c'est jusqu'au 17 janvier 2026 que cela doit se faire. Et donc, nous parlerons à toutes les parties prenantes. Tous ces leviers que je viens de citer devront servir à abaisser la facture énergétique. C'est le grand sujet. Et cela nous donnera plus de sécurité à moyen terme pour les investissements, parce que nous avons besoin d'investissements lourds pour les énergies renouvelables, pour les réseaux, et il y aura davantage de garanties en la matière. À côté de l'objectif que je citais, celui de la stabilisation des prix, il y en avait un deuxième dans cette réforme du design qui s'adresse concrètement aux consommateurs. Là, surtout des citoyennes et des citoyens, mais aussi des PME, des petites boulangeries qui ont également pâti de ces prix très élevés de l'énergie et en partie aussi les grands consommateurs d'énergie qui souffrent également de ces prix élevés. Donc là, c'est le côté consommateur. Nous souhaitons d'une part mieux les protéger, notamment si nouvelle crise il devait y avoir, nous ne l'espérons pas, et nous souhaitons d'autre part les associer à la transition énergétique. Donc nous souhaitons faire davantage d'offres parce que nous avons les tarifs fixes et les tarifs variables, contraints en la matière, et tout le monde doit veiller à ce que les pays devront le vérifier. Il y ait tout un bouquet de solutions pour les consommateurs. En cas de crise, certains fournisseurs ne permettaient plus la signature d'un contrat à tarif fixe. Non, il est maintenant acté que le consommateur doit avoir le choix entre différentes solutions de contrat. Autre sujet, les compteurs. Une tarification dynamique basée sur les compteurs intelligents, notamment outils qui n'existent pas encore dans tous les pays. Une meilleure communication, évidemment,
s'impose à tous les niveaux. Nous obligeons les fournisseurs de fournir sur leur site Internet davantage d'informations et évidemment, ils doivent respecter les conditions de leur contrat. Nous permettons aux citoyennes et aux citoyens nous leur donnons le droit d'avoir accès à ces informations et de pouvoir les utiliser. Pendant la crise, de plus en plus de foyers avaient du mal à la payer, cette facture énergétique. Cela ne concernait pas que les plus vulnérables, mais en partie aussi les couches moyennes. Et là, les États membres ont agi pour justement protéger les plus vulnérables. Et là, il y a aussi une obligation, même pour ceux qui ne peuvent plus payer leurs factures, qu'on ne saurait leur couper le courant. Dernier sujet d'importance, le partage d'énergie ou les communautés d'énergie. En Allemagne comme en France, les choses bougent. D'une part, les consommateurs peuvent mieux profiter de leurs propres sources d'énergie. Lorsqu'ils ont, par exemple, une toiture solaire, eh bien, ils peuvent partager cela avec différents bâtiments. Cela a été facilité. Et aussi les communautés citoyennes d'énergie, les citoyens donc, qui se regroupent pour être plus autonomes, plus actifs. Il y a aussi des possibilités de tarification dynamique. Dans certains États membres, cela est déjà plébiscité, mais pas dans tous, malheureusement. Voilà donc les grands sujets de notre réforme. Le 17 janvier 2025, c'était la date butoir. Nous ferons une analyse du statu quo et nous publierons les résultats très bientôt. Mon dernier transparent concerne deux sujets que la nouvelle Commission souhaite faire avancer. Donc, cela se base sur la réforme du design du marché de l'énergie. Nous avons prévu un plan d'action pour une énergie abordable, avec tout un bouquet de mesures et avec le Clean Industrial Deal, cela viendra côté Commission fin février et plus tard dans l'année, il y aura un plan d'action électrification. En effet, on peut mieux faire. Et là, nous regardons quels sont les obstacles sur la trajectoire de l'électrification et aussi des mesures pour les différentes filières qui pourraient faire avancer les choses. Voilà, j'en arrive à la fin de mon exposé. Je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mechthild Wörsdorfer, pour cette présentation. Il y a deux questions qui sont venues de la part du public. Alors, je vais vous demander, si possible, une réponse efficace, car nous allons enchaîner, évidemment, et voir comment ça se passe, la mise en œuvre du côté de la France et de l'Allemagne. Vous avez détaillé beaucoup de sujets. Il y a celui des mécanismes de capacité. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce que pourrait promouvoir la Commission européenne pour faciliter l'approbation de ces mécanismes de capacité, s'il vous plaît? Vielen Dank für die Frage. Also wir haben das Thema Merci pour cette question. Les mécanismes de capacité, effectivement, n'a pas été modifié explicitement dans notre réforme. C'est un sujet qui nous tient à cœur, évidemment, qui a beaucoup évolué. Ce que nous faisons, et cela devrait sortir ces prochaines semaines, c'est une critique que nous avons reprise des États membres. Les procédures lancées au sein de la Commission et ailleurs pour revoir et analyser les différents critères, que cela soit rationalisé, que ça puisse se faire plus vite. Il y aura une proposition ces prochaines semaines. Donc, les États membres qui souhaitent se lancer dans un marché de capacité, que l'analyse soit faite plus rapidement afin que la sécurité d'investissement soit donnée. Merci à vous. Et enfin, une autre question, parce qu'on a beaucoup parlé des réseaux, on y reviendra cet après-midi. Monsieur Philippe Nimmermann parlait d'une standardisation. Les États membres cherchent des moyens de financer. Un mécanisme européen serait-il envisageable?
Dankeschön, auch das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Merci beaucoup. Là aussi, c'est une question très importante. Les réseaux sont effectivement le cœur de la transition énergétique. Nous avons différentes idées. Nous regardons les investissements nécessaires, les tarifs de réseau, comment peut-on mieux faire. Nous remercions les États membres de toutes les propositions soumises. Et d'ici la fin de l'année, nous aurons notre réseau transeuropéen d'énergie. C'est l'outil par excellence d'analyse pour les réseaux qui sera remise à plat. L'idée sera d'avoir de meilleures priorités au niveau de l'Union européenne, une valeur ajoutée au niveau de l'Union européenne pour les interconnecteurs, notamment pour les réseaux énergétiques. Donc, pour les réseaux et les tarifs réseau, nous prendrons diverses mesures. Merci. Merci à vous et merci pour vos réponses à ces deux questions. Ahmed Schildersdorfer, directrice générale adjointe de l'énergie au sein de la Commission européenne. Donc, vous avez parlé de ces sujets, hein, faciliter les PPA, mettre en place les contrats d'écart compensatoire ou encore le gros sujet de la flexibilité. On va voir à présent comment cela se met en œuvre en Allemagne et en France. On va commencer par la France et la mise en œuvre de cette réforme avec Laurent Cueni. Bonjour. Vous êtes directeur Bonjour. de l'énergie au sein de la DGEC, hein, au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Je vous passe la parole pour 15 minutes de présentation et nous pourrons ensuite prendre des questions du public. Merci à vous. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très heureux de parler à l'occasion de ce 7e forum franco-allemand en cette date anniversaire. Je suis convaincu que la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'énergie est clé pour l'avenir de l'Europe de l'énergie. Après une crise sans précédent et devant le triple enjeu du changement climatique, de la sécurité des approvisionnements et de la nécessité de maintenir une compétitivité économique, en particulier industrielle, au sein de l'Union européenne. Je suis en particulier très heureux d'intervenir après Mechtild et avant mon collègue André Prochman. Avec André, tout au long de l'année 2024, nous nous sommes justement employés d'accroître la coopération entre nos équipes, comme suite à plusieurs déclarations de nos ministres. Nous avons la volonté de travailler ensemble pour mettre en œuvre cette réforme EMD et pour appréhender certains enjeux forts de notre transition énergétique à l'échelle européenne, comme l'optimisation du développement des réseaux électriques, on en a parlé, le coût du système électrique, l'innovation dans la mobilité électrique ou encore la flexibilité de nos systèmes. Je vais donc vous présenter en quelques minutes la vision de la France concernant cette mise en œuvre de cette réforme EMD, électricité market design. Je vais passer au slide suivant. La crise, encore le slide suivant, encore un. Merci beaucoup. La crise de l'énergie qui est survenue à l'automne 2022 a démontré les limites du cadre du marché européen de l'électricité. La France a donc accueilli très favorablement le compromis qui a été atteint sur la réforme européenne de ce marché, réforme qui est essentielle pour atteindre la neutralité climatique puisqu'elle facilite l'électrification décarbonée des États membres. Alors le premier point, c'est le point des consommateurs. La réforme permettra de leur donner davantage confiance dans l'électricité. Elle permettra d'améliorer leur pouvoir d'achat puisqu'elle permettra de rapprocher les prix payés par ces consommateurs des coûts de production de leur mix électrique. De l'autre côté, du côté des producteurs électriques, la réforme va créer des outils de sécurisation des investissements dans les capacités de production d'électricité décarbonée et donc elle apporte effectivement des points importants qui étaient attendus. Je propose de passer au slide suivant. Je souhaiterais aujourd'hui souligner plusieurs dispositions qui nous paraissent absolument essentielles en ce qu'elles soutiennent une électrification au bénéfice des consommateurs. Et c'est pour nous un des clés du succès de notre décarbonation. L'une des mesures clés pour la France de la réforme du marché européen de l'électricité est l'émergence d'outils pour protéger les consommateurs de la volatilité inhérente au marché de gros de l'électricité. C'est un des gros points de retour d'expérience de la crise. Il nous faut réduire cette volatilité. Ces outils sont donc conçus pour créer des signaux de prix à long terme qui protègent à la fois les investissements d'un côté dans les centrales de production et de l'autre côté qui protègent les consommateurs au niveau du marché de détail. Ce sont les PPA, les CFD et l'approfondissement des marchés forward, des marchés à terme. Alors le premier point, c'est le développement des Power Purchase Agreements, PPA, qui lient un producteur et un client final sur plusieurs années. Dans le cas de notre stratégie nationale de décarbonation, ce qu'on appelle en France la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous étudions la mise en place justement de soutiens publics hybrides qui soient mix entre les PPA et les CFD pour les énergies renouvelables.
Le deuxième point, c'est l'obligation de structurer tout soutien public direct pour les nouvelles installations de production d'électricité décarbonée sous la forme d'un contrat pour différence ou CFD en anglais. Les CFD offrent une double protection aux producteurs et aux consommateurs contre les fluctuations à court terme du marché. La réforme prévoit une redistribution des revenus générés par les CFD pour tous les consommateurs, ce qui est essentiel pour baisser les factures d'électricité et protéger les consommateurs en cas de persistance de prix élevés sur le marché. Nous étudions la possibilité de mettre en place un CFD pour financer le programme Nouveau Nucléaire français. Nous étudions en parallèle un autre dispositif pour le nucléaire existant qui permettra de redistribuer également vers les consommateurs une partie des rentes nucléaires. La réforme adoptée en 2023 permettra aussi de renforcer la protection des consommateurs d'électricité contre les pratiques de certains fournisseurs, en améliorant le cadre des offres de fourniture d'énergie et la lisibilité des informations qui sont fournies aux clients. Nous allons également leur garantir le droit à un contrat à prix fixe et à durée déterminée. Nous allons également imposer des contraintes prudentielles pour les fournisseurs afin d'éviter qu'ils ne fassent défaut. Et enfin, nous allons leur apporter de plus grandes garanties via notamment la mise en place de la fourniture de dernier recours, la protection contre les déconnexions, la possibilité d'avoir accès à une électricité abordable en cas de crise. Cette réforme permettra également à la France de fixer des exigences rehaussées pour lutter contre un certain nombre de pratiques commerciales agressives ou peu résilientes, régulation prudentielle par exemple, pour faire face à des stratégies risquées de fournisseurs. Nous allons également donner davantage de moyens aux autorités de régulation chargées de la surveillance des marchés de l'énergie. Par ailleurs, la simplification de la mise en œuvre du mécanisme de capacité pour couvrir les coûts des actifs essentiels à la sécurité de l'approvisionnement est également une disposition clé. Je propose de passer au slide suivant. La nouvelle réforme du marché de l'électricité intègre également des provisions qui sont prometteuses pour le développement de la flexibilité du système électrique. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement avec nos homologues allemands car ces besoins du système, de flexibilité du système, sont de plus en plus importants au fur et à mesure de la connexion de la variabilité, enfin de moyens de production variables, notamment les renouvelables. La flexibilité du système électrique porte à la fois sur l'identification des besoins, la levée des obstacles sur le marché et le développement de dispositifs de soutien à cette flexibilité. Et c'est dans cet esprit justement qu'un groupe de franco-allemands a été créé en 2024 pour justement accroître la coopération, échanger sur différentes pratiques pour essayer de dégager eh bien, effectivement des meilleures pratiques qui pourraient être prises des deux côtés du Rhin. Je vous propose de passer au slide suivant. Donc, vous voyez ici un extrait hein, d'un des statements, d'une des déclarations ministérielles que je mentionnais au cours de l'année 2024, qui nous a permis de fixer des principes au niveau de nos ministres. Et donc, dans la perspective d'atteinte des objectifs climatiques et dans un contexte d'électrification croissant des usages, nos deux pays font le même constat. La flexibilité est un outil essentiel pour la transition énergétique. Avec le déploiement massif des énergies renouvelables, cette flexibilité permet d'assurer la sécurité d'approvisionnement, d'optimiser le fonctionnement du système électrique tout en garantissant la compétitivité des prix de l'électricité et en renforçant, je l'ai dit au début de mon intervention, la compétitivité européenne. Nos deux pays, à cet égard, font face au même défi, celui de lever le potentiel de flexibilité en définissant des moyens adéquats et cohérents avec leur politique énergétique nationale et d'un réseau électrique européen de plus en plus interconnectés. On va passer au slide suivant. Dans ce contexte, en marge du Conseil énergie du 4 mars 2024, nous avions évoqué ce sujet de la flexibilité à l'agenda de ce Conseil. Eh bien, en marge de ce Conseil, nous avons adopté une déclaration conjointe entre nos deux pays qui était l'occasion de souligner notre intérêt mutuel de lancer ces travaux, ces groupes de travail au niveau technique sur la flexibilité du système électrique, comme suite effectivement à l'impulsion politique qui a été donnée par nos ministres respectifs. Et donc depuis mars 2024, nous avons eu de nombreux échanges techniques entre les ministères, avec des travaux qui s'inscrivent dans le cadre de ces déclarations politiques, en rendant compte régulièrement à nos ministres en marge des conseils, effectivement, de l'avancée de ces travaux techniques. L'objectif, c'est bien d'avoir un cadre global de coopération et une feuille de route détaillée sur ces sujets de flexibilité qui sont des sujets communs à l'échelle européenne, mais qui sont en particulier importants dans les marchés d'électricité allemands et français. Slide suivant.
Ainsi, dans ce cadre, les échanges techniques ont permis d'aborder plusieurs sujets, tels que nos politiques respectives sur la flexibilité, les leviers associés, tels que la réponse à la demande, le stockage des batteries et le moyen de les encourager, les moyens de production de pilotage, ou encore les infrastructures de réseau. Les échanges techniques se structurent autour d'une feuille de route commune, avec en particulier des points sur le fait de partager nos points de vue et les éléments d'analyse sur les différentes dimensions de la flexibilité. Il y a tout un travail de définition commune de ces dimensions. La libération du potentiel de flexibilité, je l'ai dit, de la demande, l'objectif c'est de supprimer tous les obstacles à cette flexibilité, encourager l'entrée sur le marché de la flexibilité de la demande. Enfin, des discussions sur la manière d'encourager la surveillance de la consommation électrique en fonction de l'heure d'utilisation. On parle ici de tarifs de marché différenciés afin de trouver le bon équilibre entre, d'un côté, encourager le développement de la réponse à la demande par des signaux de prix, et de l'autre côté, protéger les consommateurs contre l'exposition à des pics de prix excessifs. On parle également de ces sujets d'heure pleine, heure creuse. Sophie Monlon a dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des signaux prix incitatifs permettant de déplacer les consommations au bon moment. Et puis bien sûr, des tarifs à pointe mobile qui ont le même objectif. Les échanges dans le cadre des enjeux européens ou négociations en cours sont les suivants. L'implémentation de la réforme du marché de l'électricité, évidemment, c'est un sujet d'actualité alors qu'on doit transposer ces différentes dispositions. Le code réseau sur la réponse à la demande afin de faciliter l'activation de la flexibilité dans le système énergique européen, tout en respectant les dispositions du règlement et de la directive de l'Union européenne sur l'électricité. Des partages de points de vue sur les droits et devoirs des producteurs sont également euh, euh, passés dans ce groupe de travail afin d'assurer un fonctionnement sûr du système électrique et des solutions de stockage en complément des énergies renouvelables. Nous avons également des échanges de bonnes pratiques, de recommandations, afin d'assurer un développement bien coordonné, approprié et optimisé de l'infrastructure électrique, que ce soit pour faire par exemple évoluer les produits de marché, Sophie en a parlé, ce qu'on appelle des solar peaks, hein, c'est avoir des produits sur le marché qui permettent de vendre moins cher de l'électricité sur des heures de journée, entre 11 heures et 17 heures. Et on a la conviction que ces produits solaires adaptés vont permettre d'avoir ensuite un signal prix décliné au niveau des consommateurs et donc diriger encore une fois les consommations au meilleur moment. Et puis il s'agit bien sûr de mieux intégrer les véhicules électriques dans les réseaux de distribution en bénéficiant également de toutes les innovations dans ce domaine-là. Nous avons des groupes de travail avec la partie allemande sur tout ce qui est véhicule to grid, toute cette nouvelle technologie qui vont permettre de bénéficier non seulement des véhicules électriques en tant que consommation et de moyens de décarbonation de la mobilité, mais également en tant que possibilité de stocker dans les véhicules et donc d'arbitrer en soutirage et en injection au niveau du réseau. Donc toutes ces innovations doivent nous permettre de nous aider à mieux gérer l'équilibre du réseau dans un contexte de plus grande variabilité de la production. Et toutes ces innovations donc, sont effectivement importantes en lien avec les réseaux intelligents qui sont aussi une autre dimension de cette innovation. Pour conclure, je dirais que ce groupe de travail sur la flexibilité est vraiment prometteur et il va se poursuivre. Nous avons effectivement beaucoup d'ambition dans cette coopération franco-allemande pour nous aider à la fois de mieux gérer et bien, effectivement nos marchés électriques des deux côtés du Rhin, mais également pour contribuer au débat, au dialogue à l'échelle européenne, car encore une fois, l'Allemagne et la France sont effectivement des voies importantes au niveau de l'Europe de l'énergie, et donc nous mettre d'accord en format bilatéral ne peut que nous aider à chercher des consensus à l'échelle européenne pour faire évoluer les règles du marché et échanger sur la mise en œuvre de ces nouvelles règles. Voilà ce que je voulais dire. Je ne serai pas plus long, éventuellement pour laisser le temps à une ou deux questions. Merci à vous, Monsieur Laurent Cueni, donc pour cette présentation. Et donc oui, on va prendre quelques questions avant l'intervention de Monsieur André Poschmann qui va nous dire comment cela se met en œuvre du côté de l'Allemagne. Est-ce que vous avez un calendrier de mise en œuvre de cette réforme du marché européen en France? Bah, effectivement, comme dans tous les pays, on travaille au niveau technique sur la transposition de la réforme du marché de l'électricité qui sera réalisée dès qu'on aura un vecteur législatif adéquat. Donc on a le travail technique et puis bien sûr la recherche du vecteur législatif et les deux travaux sont en cours. La transposition concernera au niveau national principalement l'analyse nationale des besoins de flexibilité qui est un point important, j'en ai suffisamment parlé. L'amélioration de la protection des consommateurs, avec par exemple l'obligation pour les fournisseurs de proposer une offre à prix fixe, obligation pour les fournisseurs d'améliorer les informations précontractuelles. Ce ne sont que des exemples évidemment, mais ça fait partie des sujets qui font partie de cette transposition des nouvelles règles européennes.
Alors évidemment, cette réforme du design, elle est destinée à éviter ce qu'on a pu connaître ces temps derniers. Éventuellement, en cas de nouvelle crise des prix de l'énergie, on a déjà réfléchi du côté de l'État à des dispositifs, Laurent Cueni. Alors bon, il y a tout ce qui découle des règles européennes, hein, par exemple notamment toutes les règles prudentielles sur les fournisseurs et autres. Je ne reviens pas dans le détail, mais il y a effectivement tout cet arsenal de droit européen qui doit nous aider à mieux gérer les crises. Au niveau français, on a une expérimentation qui est en cours et qui est la mise en place d'une régulation asymétrique. Je l'ai mentionné brièvement dans mon propos, qui est de prévoir que lorsque les prix montent, eh bien au-delà d'un certain seuil, il y en a deux en réalité, eh bien, on vient prélever la rente du nucléaire existant. C'est-à-dire que, au-delà d'un certain seuil qui va être fixé par voie réglementaire, dès qu'on aura adopté cette disposition législative, eh bien, on prévoit que 50% de la rente sera prélevée. Et au-delà d'un deuxième seuil, on vient écréter, c'est-à-dire qu'on vient prélever 90% de cette rente nucléaire, de façon à éviter les surrémunérations en cas de crise de prix haut. Ce mécanisme doit nous permettre de redistribuer vers les consommateurs justement ce surplus de rentabilité qui est très au-dessus du prix de revient du nucléaire. Et donc nous avons la conviction que ce mécanisme est une amélioration par rapport à la situation que nous avons vécue pendant la crise, puisque il sera en place lors d'une prochaine crise et nous aurons automatiquement ce mécanisme de prélèvement de la surrémunération pour le redistribuer vers les consommateurs. Et donc c'est un mécanisme qui est un peu similaire à ce qui est prévu dans les CFD, mais là, on le déploie de façon asymétrique, uniquement en cas de prix haut. On ne garantit pas aux producteurs, effectivement, un revenu en cas de baisse des prix. Et donc, c'est vraiment un dispositif qui est là pour tirer le retour d'expérience de la crise ukrainienne avec ces flambées de prix qu'on a connues au cours de l'automne 2022. Et enfin, une dernière question. Vous avez parlé du soutien public avec une coordination, on va dire, entre PPA et CFD. On a beaucoup parlé ce matin des industriels. Il y a beaucoup aussi de petits consommateurs qui ont des envies de se tourner vers des PPA, d'autres formes aussi de fourniture. Est-ce que vous les accompagnez? Comment on y réfléchit aussi à ces plus petits consommateurs, Laurent Cueni? Ben, on a toute une série de dispositions qui sont en cours effectivement pour effectivement accompagner ces plus petits consommateurs. Par exemple, pour les électro-intensifs, on a toute une réflexion dans le cadre de ce qu'on appelle le post-ARENH. Vous savez que ce dispositif ARENH prend fin au 1er janvier 2026. Et donc, en cas de montée des prix, eh bien, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de besoin, ils ont d'autres moyens de s'approvisionner, mais ils auront accès à un dispositif qui va leur permettre effectivement d'accéder ce qu'on appelle l'équivalent de contrat d'allocation de production nucléaire, mais pour les électro-intensifs, donc qui sont des contrats nucléaires simplifiés, ce qu'on appelle, qui vont permettre effectivement d'avoir une solution de financement pour pouvoir accéder à des contrats sur plusieurs années qui permettent de sécuriser le prix de l'électricité. Aujourd'hui, le mécanisme est en cours de mise en place. Il n'est pas encore effectivement contracté par les intéressés parce que les prix sont encore bas. Mais si les prix devenaient à remonter, le prix proposé eh bien, deviendrait intéressant et donc il y aurait cette option pour sécuriser, par exemple, un boulanger ou ce type d'entreprise. C'est ça que je vise. Eh bien, il y aurait effectivement, via une solution de financement, la possibilité de financer ces contrats de moyen terme pour effectivement faciliter leur approvisionnement. Donc, on essaie effectivement de s'intéresser à l'ensemble des consommateurs. On a également l'autre démarche en cours qui n'est pas encore aboutie, d'essayer pour les hyper électro-intensifs, voilà, EDF, eh bien, prévoit effectivement de négocier, et la négociation est en cours, d'avoir des contrats de partage de risques qui permettent effectivement de sécuriser des prix sur du moyen terme. La clé, c'est effectivement de permettre aux consommateurs d'accéder à des solutions pour se couvrir à moyen terme. Et il y a en complément de ça un marché qui a été vraiment créé. Et on peut maintenant en France s'approvisionner sur une durée de 5 ans sans difficulté. Donc c'est toutes ces dispositions, les CAPN, les contrats nucléaires simplifiés, et surtout maintenant ce marché de moyen terme qui doit permettre effectivement aux consommateurs, quelle que soit leur taille, d'accéder à des produits qui leur permettent de se couvrir. C'est cette couverture moyen terme qui vraiment est les dispositions qui sont les plus efficaces pour passer une crise de court terme de quelques mois où les prix seraient très élevés. Euh, voilà, donc ça fait partie des différentes dispositions sur lesquelles on travaille depuis une grosse année maintenant.
Écoutez, merci beaucoup, hein, Laurent Cueni, directeur de l'énergie au sein de la DGEC, ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique pour cette présentation de la mise en œuvre de la réforme du marché de l'électricité en France et les questions auxquelles vous avez répondu. Vous avez parlé dans votre intervention d'André Poschmann, avec qui vous échangez beaucoup. Il est avec nous, hein, pour parler justement de la mise en œuvre de cette réforme du marché de l'électricité en Allemagne. Bonjour, monsieur André Poschmann, sous-directeur aux questions générales sur l'électricité et la politique énergétique européenne au ministère fédéral allemand de l'économie et de la protection du climat. Je vous passe la parole donc pour 15 minutes de présentation sur cette mise en œuvre et nous pourrons prendre aussi des questions du public. Donc n'hésitez pas. Bonjour, merci Monsieur Poschmann. Je vous passe la parole. Oh, hello, everyone, in the conference. As has been said, my name is André Poschmann. Comme cela vient d'être dit, je m'appelle André Poschmann. Je suis directeur général pour la politique énergétique allemande. Et donc, nous allons parler de ce débat et de ses préoccupations nationales et de la mise en œuvre de la réforme du marché de l'électricité en Allemagne. Okay. Then I switch to German for the translation. Bien, dans ce cas-là, je vais passer à l'allemand. Alors, voici mon ordre du jour, en quelque sorte, ma synthèse. Je vais commencer par un status quo en Allemagne, vous citez quelques chiffres, ensuite je vous parlerai de la réforme du marché de l'électricité et quelle est notre appréciation, notre évaluation, sa mise en œuvre. Je parlerai aussi, bien évidemment, du design futur du marché européen et je reviendrai en dernier point sur la flexibilité parce que, bien évidemment, c'est un domaine crucial où nous coopérons avec la France. Pour le développement des renouvelables, nous avons bien progressé en Allemagne. 2024, on est à plus de 50% de renouvelables, ce qui a pu être créé par différentes mesures. Donc, les appels d'offres ont été optimisés. Nous avons accéléré les procédures, les process de planification grâce à la réglementation européenne. Par ailleurs, bien évidemment, la charge, les taxes sur les renouvelables, ça a été intériorisé, repris dans le budget fédéral, ce qui donne des tarifs plus avantageux. Et nous avons créé, comment dire, une flexibilisation de la demande parce que l'électricité n'est plus chère. Et puis la participation financière des municipalités pour des projets d'éoliennes et de photovoltaïque. Donc, pour ce qui est de l'éolienne en mer et sur terre. Mais c'est surtout l'accélération des procédures d'obtention des autorisations qui nous a vraiment fait avancer cette année. Sur la planche suivante, vous voyez un petit peu où nous en sommes en termes de gigawatts. Pour le photovoltaïque, presque 100. Pour le vent, presque 65. En offshore, on est à 10 gigawatts. C'est à peu près la moitié de ce que nous voulons accomplir d'ici 2030, mais ça veut dire qu'il y a encore du pain sur la planche. Et sur la photovoltaïque, il y a eu un réel boom l'an passé. Au cours des 2 dernières années, 2 gigawatts de plus. Mais comme on peut le voir sur la planche qui va suivre, les autorisations pour l'éolien ont littéralement explosé. On a triplé en quelque sorte le nombre d'autorisations pour l'installation d'éoliennes en 2 ans. Donc ça a été vraiment un progrès et grâce aux dispositions de l'Union européenne. Et ça, ça a vraiment été le carton, pour ainsi dire, sur le développement des renouvelables en Allemagne. Sur la planche suivante,
Vous avez là également un élément statistique qui vaut. Le stockage. C'est vrai que les dispositifs de stockage ont été bien développés. On est à 18 gigawattheures de capacité pratiquement fin 2024. Mais surtout, nous avons plus de 230 gigawatts de demandes de stockage qui ont été présentées. Ça n'est vraiment pas rien. Mais même si une partie réaliste, allez, je veux dire 30 gigawatts, 20 gigawatts, même si ça se fait, ce sera non seulement la prochaine étape, mais le prochain niveau de la transition énergétique. Et c'est vrai que le photovoltaïque, l'éolien, ensemble, avec ses capacités de stockage, c'est ça qui va nous faire progresser. Et puis, il y a le marché, la modification des prix de l'énergie, de l'électricité, toujours pareil, selon les régimes de vent, de soleil. Et lorsqu'à 18 heures, le soleil disparaît, on a ce que nous appelons bien évidemment des trous à compenser. Il faut diminuer le seuil d'accès aux dispositifs de stockage. Et là, nous avons des mesures concrètes qui sont en préparation. Mais c'est un beau signal parce que les prix des unités de stockage ont diminué et il y a un nouveau protagoniste qui va se présenter sur le marché que nous attendions depuis longtemps d'ailleurs. Je laisse le suspense. Alors encore un gros défi, donc bien évidemment le développement du réseau du nord vers le sud. Le vent, c'est au nord, l'industrie est au sud. Il y a des congestions, entre guillemets, des embouteillages, mais là encore, il y a une bonne nouvelle, puisque pour les autorisations des réseaux, nous avons pu les accélérer. 5 fois plus d'autorisations prononcées en 2024 par rapport à 2021. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle. 2 à 3 000 kilomètres de réseaux de transport ont été sont construits. 4 000 sont prévus pour être complétés bientôt et 16 000 kilomètres de réseaux de transport sont projetés à l'avenir. Et bien sûr, tout le monde n'en profitera, pas simplement l'Allemagne, mais aussi l'Union européenne. C'est vrai que ça va coûter de l'argent, mais ça nous donnera des prix pour l'électricité bien plus attrayants pour la totalité de l'Europe. Sur la planche suivante, j'aimerais brièvement parler de la réforme du marché de l'électricité au sein de l'Union européenne, notre façon de voir. Voilà, ça c'est le point de vue allemand. On voit bien que ça a été important et l'objectif principal de cette réforme du marché à la lumière de cette crise, eh bien, c'était de protéger les consommateurs face à une inflation des prix de l'électricité. Nous avons promu cet objectif et il y a tout un tas de mesures qui, à terme, vont faire avancer la transition énergétique. Et puis, il y a d'autres mesures qui sont prévues, mais qui nécessitent encore une analyse en profondeur de leur efficacité. Ce qu'on appelle le energy sharing, le partage de l'énergie, nous avons pu mettre les bouchées doubles pour les foyers, pour les PME. Nous avons vraiment pu progresser. Les PPA, même chose. Nous avons pu diminuer les barrières d'accès, entre guillemets, et nous avons pu renforcer les dispositions, les conditions sine qua non de l'expansion des renouvelables. Bien sûr, c'est toujours un travail qui se fait en duo, et souvent, il manque encore un petit truc. Et peut-être que ces appels d'offres européens pourraient jouer un rôle décisif ici. Et peut-être qu'on arriverait à cet objectif de 45%, ce serait une bonne chose. Ensuite, il y a le négoce intrajournalier que nous avons renforcé avec des durées diminuées d'une demi-heure et puis plus de flexibilité.
Et là, nous avons vraiment établi, je dirais, jeté les bases pour la feuille de route du programme européen pour la flexibilité. Alors, la planche suivante, la mise en œuvre de cette réforme. Il y a 2 ans de délai, vous le savez. L'objectif, c'était de valider. En novembre, nous avons pris cette décision. Nous avons fixé un certain nombre de mesures. Alors, en raison de la situation politique en Allemagne et des élections qui auront lieu bientôt, nous ne pourrons pas aller aussi vite que c'était prévu. Et donc, nous allons devoir, comment dire, représenter et décliner, mettre en œuvre ce package de nouvelles mesures avec le nouveau gouvernement. C'est vrai que le changement de gouvernement nous a posé quand même quelques maux de tête. Planche suivante. Alors, se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qui est important quand on parle de ce design du marché européen de l'électricité de demain? Et tout d'abord, ce qu'on appelle l'outlook, la perspective d'avenir. Petite provocation, il y a eu un débat très intense, très dense en Allemagne sur le design de notre marché de l'électricité. Je n'ai pas préparé de planche pour ça, mais je voudrais quand même en dire 2 mots. Il y a eu un processus très long en Allemagne qui a duré près d'1 an. Système de plateforme neutre écologiquement, flexibilité, localité, cadre d'investissement pour les renouvelables dont nous avons parlé avec tout un train de mesures dont nous avons négocié. Et nous avons fait une proposition en tant que ministère sur la base des débats qui ont eu lieu sur cette fameuse plateforme que je mentionnais précédemment. Et nous nous sommes consultés bien évidemment avec nos voisins et nous en avons fait découler un certain nombre de mesures concrètes. Par exemple, pour la mise en place d'un marché capacitaire où nous déciderons d'un modèle. Et le premier appel d'offres pour des centrales dans l'idée d'un marché capacitaire, pensons-nous, va nous faire avancer vers davantage de flexibilité. Alors, bien évidemment, en raison de ces élections qui vont avoir lieu, il va falloir reprendre toutes ces mesures, les expliquer au nouveau Parlement, au nouveau gouvernement qui se formera. Donc, il y a un statu quo sur le débat, mais je demeure confiant. Et je pense qu'énormément de ces dispositions seront reprises lors de la prochaine législature parce que nous ne l'avons pas fait en solo, nous l'avons fait avec tous les protagonistes de la filière en Allemagne. Et ce que vous allez retrouver ici, eh bien, c'est le fruit des réflexions de tous les acteurs de la filière électrique en Allemagne. Et il y a encore 2 sujets en suspens que j'aimerais citer. La stabilité des systèmes. Même chose, on en parle avec tous les protagonistes. Nous essayons de comprendre ce qu'il faut faire pour qu'un système basé à 100% sur des renouvelables puisse fonctionner. Et là, il n'y a pas une seule disposition, une seule mesure. Il y a des centaines de mesures à prendre pour cela. C'est un processus qui est vraiment important. J'y reviendrai à propos de l'Europe. Et puis, les pics du photovoltaïque, nous avons bien vu l'an passé qu'il y a eu un développement. Il y a tellement d'installations photovoltaïques que de temps en temps, il y a des excédents temporaires. Et ce problème d'excédent temporaire de production photovoltaïque, comment l'aborder? Et là encore, nous avons préparé un certain nombre de propositions avec 3 piliers. Premier pilier, plus d'intégration du marché, plus d'incitation pour que la photovoltaïque s'oriente par rapport à la consommation d'électricité. Deuxième pilier, smart meters, donc les appareils de mesure de la consommation électrique intelligents. Et l'action aussi sur les exploitants pour que les exploitants puissent tout simplement écrêter et éteindre, le cas échéant, les installations
de photovoltaïque en cas d'accident. Ce qui m'amène à la planche suivante. Si vous voulez bien revenir sur la planche précédente. Voilà, je vais dire encore une chose. Je reviens sur ce débat européen. On voit que par le biais de ce débat sur le Green Deal et sur toutes ces mesures d'urgence européennes, beaucoup de progrès ont été faits pour le développement des renouvelables. Nous sommes en bonne voie, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il y a aussi des défis qui en découlent. Et ces défis, on les connaît, on les entend. Hein. L'Europe n'est plus compétitive, les prix de l'électricité sont trop élevés, nous avons des problèmes structurels en Allemagne et dans d'autres pays. Et en tout et pour tout, sur le sujet des prix abordables et de la compétitivité, nous sommes là coincés dans un débat. Et quelles sont les conclusions que nous pourrions en tirer? Eh bien, notre cap, c'est de dire pas de mesures précipitées à court terme face à un problème de conjoncture, mais trouver des mesures structurelles pour diminuer les prix de l'électricité pour l'industrie et les particuliers. Et si on arrive à progresser là-dessus, alors il s'agira de réfléchir à ce que l'on peut faire pour maintenir la compétitivité jusqu'à ce que ces mesures structurelles produisent leur effet. D'où notre devise Structure First. Donc, continuer à progresser sur le développement des renouvelables pour avoir plus d'heures au cours desquelles l'électricité sera moins chère. Ensuite, stockage, stockage, stockage. Lorsque l'électricité sera bon marché, pendant ces créneaux, ces slots horaires, eh bien, nous devons pouvoir tout simplement stocker et lisser. Et troisièmement, développement des réseaux transfrontaliers pour mieux répartir les excédents sur les différents pays européens. Donc pour ça, il faut des mesures fortes, et nous les avons. Et tout cela va compléter, je dirais, les mesures adoptées en termes de renforcement de la compétitivité, par exemple, les tarifs des réseaux, etc., etc. Mais pour la réforme du marché, je pense que ces mesures dites structurelles seront décisives. Planche suivante. Alors, les fameux price spikes, les pointes tarifaires, ce sont des situations pendant lesquelles on a, en l'espace de quelques heures, des prix super élevés, où on n'a pas de la photovoltaïque. Alors, au niveau éolien, on a une situation un petit peu, comment dire, particulière. Hein. On a eu peu de régimes de vent et quant à la compétitivité et quant au prix de l'électricité, ça n'a pas eu une méga influence parce que ça n'était que quelques heures. Mais au niveau politique, on débat en ce moment des mesures. Le message important de notre point de vue, c'est que oui, les prix en moyenne continuent de chuter. Et sur les futurs, sur les prévisions du marché, sur le développement du marché, on voit une tendance à la diminution. On parle aujourd'hui de 78 € par MWH, et il va falloir réagir là-dessus par rapport à 95 € où on était. Et encore un chiffre important que je voulais quand même soumettre à votre attention, 100 mégawatts ou 150 mégawatts de plus au cours de ces heures dans le contexte européen aurait suffi pour diminuer de moitié le prix au cours de ces heures creuses, entre guillemets. Donc, il faut avoir ces flexibilités, il faut avoir ces stocks. 150 mégawatts, c'est pas grand-chose. Il faut que dans ces plages horaires, nous autorisions aussi un commerce transfrontalier et que les dispositions en la matière s'appliquent. Et c'est faisable, c'est gérable. Et c'est moins un problème que ce que la politique en fait dans ces débats aujourd'hui. Donc ensuite, sur la planche suivante, c'est un appel à la stabilité des systèmes, la pression exercée sur les systèmes. Il faut en parler au niveau européen, et énormément de ces défis
que nous voyons apparaissent partout en Europe et la moindre des choses, c'est de mettre au point au plan européen sur la stratégie pour les 100 à 200 heures de consommation les plus critiques. Nous avons besoin de plus de redispatch, de redistribution. Les TSO, les DSO doivent avoir plus, je dirais, d'impact et d'attribution, puisque au niveau des exploitants de réseau, il y avait une coopération européenne qui avait été lancée, Regional Operation Security Centers, le fameux ROSC européen, qu'il s'agit maintenant de décliner, de mettre en œuvre, parce que pendant cette centaine d'heures, il faut que le commerce reste ouvert, que les réseaux ne soient pas coupés, ce que nous observons malheureusement encore et toujours. Et ce que nous voyons de façon critique, c'est des marchés locaux, flex. Non, non, ça peut poser des problèmes. Nous avons besoin d'un débat européen. Nous devons l'établir sur la stabilité des systèmes, ce que nous avons lancé en Allemagne, ici avec les exploitants des réseaux et tous les protagonistes. Nous devons en parler au niveau européen, autour d'une table, pour savoir ce qu'il nous faut pour arriver à une stabilité système. Et bien évidemment, l'urgence, la priorité de cette thématique doit monter de quelques crans. Alors, la flexibilité, ma dernière planche, et la coopération franco-allemande, Laurent on a parlé, il a bien expliqué. Et sur cette planche-ci, sur ce graphique, vous voyez que le potentiel est quand même élevé. Ça, c'est l'Allemagne qui est reproduite, mais au niveau européen, nous le verrons bien. Plus il y aura de renouvelables injectés dans le système, eh bien, le plus souvent, nous verrons cette image. Beaucoup de photovoltaïque, beaucoup d'éolien et des prix de l'électricité assez attrayants. C'est pas très bien reproduit ici, mais c'est cet escalier-là qui descend, qui après 9 heures descend à 0 et qui après 18 heures remonte. Et on est appelé à revoir ça. Nous avions une courbe des prix de l'électricité qui était élevée la journée, qui chutait la nuit. Et à l'avenir, ce sera plutôt un chameau ou un dromadaire. Ça montera, ça descendra. Toujours pareil la nuit, bien évidemment. Et comme nous vivons dans une économie de marché, notre système, ça n'est qu'une affaire de temps, devra s'adapter à cette nouvelle réalité parce que c'est un levier fort pour faire des économies. Et si nous ne le faisons pas, si l'électricité reste chère, il faut absolument pouvoir proposer l'électricité dans des heures creuses. Sinon, nous ne resterons pas compétitifs et notre économie de marché sera mise à mal. Donc, nous devons absolument ouvrir la voie pour vraiment exploiter au maximum ces prix attrayants de l'électricité, plus de stockage, moins de barrières, moins d'obstacles, des nouveaux consommateurs dits flexibles, etc., etc. Il y a des tas de mobilités. Nous avons besoin d'une feuille de route pour la flexibilisation que nous avons présentée à la Commission. Parce que avec les dispositifs de stockage, eh bien, c'est là que se trouve la clé de la compétitivité en Europe, raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Sur cette planche-ci, vous voyez que nous travaillons sur ce rapport de flexibilité que nous avons décliné de la directive européenne. Donc la priorité, bien évidemment, c'est d'abolir les obstacles. Il faut plus monitorer les consommations. Il nous faut une méthodologie européenne pour évaluer la méthodologie et pour nous attaquer à ces obstacles, à ces barrières. Nous pensons qu'il est plus important de démanteler ces barrières que de commencer à travailler sur la flexibilité, X gigawatts de flexibilité. C'est difficile à mesurer. Qu'est-ce que le consommateur aurait consommé sans ces mesures que je propose? Et trouver un fondement, c'est compliqué. Et nous avons absolument besoin de périodes de négoce
pour la vente de l'électricité plus courte. Les périodes de settlement, de compensation doivent également être réduites pour que nous puissions être plus efficaces sur le marché. Et pour terminer, une dernière planche concernant la coopération franco-allemande. C'est effectivement une bonne chose, la qualité de cette coopération entre nos deux pays. Alors, bien sûr, nous partons de préceptes différents. Nous avons des systèmes différents. Nous avons des exigences différentes. La France avec, bien sûr, le nucléaire. Nous, avec une part encore importante du charbon, lignite, houille, mais appelé à diminuer. Donc, nous venons de prémices différentes, mais nous avons quand même un dénominateur commun. Nous sommes d'accord pour dire que dans les deux systèmes, le rôle essentiel, c'est la flexibilité qu'il jouera. Et que peut-on faire ensemble? Quels sont les obstacles communs que nous pouvons démanteler? Et là, nous avons, comment dire, une approche, une compréhension commune pour mettre au point un cadre enabling, comme on dit en anglais, qui nous permettra de surmonter ces obstacles, un cadre commun. Et nous avons mis au point des filières de produits sur lesquelles nous devons travailler ensemble entre la France et l'Allemagne. Et les débats s'intensifient et c'est une très, très bonne chose. Merci pour cela. Et nous devons nous servir de cet élan, rebondir là-dessus pour faire en Europe vraiment de la flexibilité le sujet prioritaire numéro 1. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur André Poschmann, donc pour cette présentation. Vous avez rappelé beaucoup d'enjeux et vous avez parlé aussi des enjeux de la coopération franco-allemande. On va prendre une question parce que là, on est sur le point de terminer. On souhaiterait terminer à 13 h cette matinée qui a été riche. On a une question autour des mécanismes de capacité, puisque c'est l'un des enjeux de la réforme, simplifier l'approbation des mécanismes de capacité. Qu'est-ce qui a été décidé exactement à ce sujet et comment cela va-t-il influencer l'introduction éventuelle d'un tel mécanisme en Allemagne, Monsieur Poschmann? Nous avons décidé que nous voulons mettre en place ce dispositif de capacité et au plus tard en 2028, ce dispositif devra être opérationnel. La phase intermédiaire, ce sera un appel d'offres pour les capacités des centrales, la fameuse stratégie capacitaire, avec bien sûr une part importante pour l'hydrogène et pas mal d'entreprises qui passeront à l'hydrogène et aussi bien sûr les centrales de gaz qui seront le premier pas vers un marché capacitaire. Alors, il y a un marché centralisé, un marché décentralisé, capacitaire, et nous avons regardé chez nos voisins quelles ont été les expériences qui ont été faites. Et au final, en tant que ministère, ce que nous avons fait, c'est qu'avec notre soutien scientifique, nous avons constaté que le plus efficace serait une combinaison entre un marché capacitaire centralisé et un marché décentralisé. Donc, un marché capacitaire qui se serve du savoir local des protagonistes et qui pourra aussi rebondir sur des flexibilités décentralisées, mais le tout complété par des appels d'offres centralisés, notamment pour les gros investissements qui nécessitent des périodes d'amortissement très longues, donc qui ne travaillent pas sur du 2 ans, 3 ans, mais qui ont besoin de garanties sur 15 ans pour se refinancer. Donc, un petit peu une combinaison des deux éléments. Pourquoi nous sommes arrivés là? Il y a tout un tas de détails que je pourrais vous exposer, mais ce serait long. Mais ça a été notre précepte, notre idée, pour avoir plus de flexibilité et pour enlever ce manque de souplesse capacitaire. On le comprend bien, il y a beaucoup de sujets à aborder, évidemment, quand on porte de la réforme du design du marché de l'électricité. Merci en tout cas à vous, André Poschmann, directeur général en charge des questions de politique énergétique au ministère fédéral allemand de l'économie et de la protection du climat pour votre éclairage. C'est donc la fin de cette matinée du Forum franco-allemand de l'énergie en ligne. On va faire marquer une pause, évidemment, pour le déjeuner et on se retrouvera à 14 h avec là encore beaucoup de sujets à traiter
traiter les défis et les décisions à l'échelle nationale, hein, dans le contexte des interdépendances européennes. Et puis, on a beaucoup parlé de réseau ce matin. Je le disais, il y aura un regard croisé entre les représentants de la Commission de régulation de l'énergie en France et l'Agence fédérale allemande des réseaux. Donc, vous voyez encore un programme chargé cet après-midi. Merci à tous nos intervenants ce matin. Merci aux interprètes. Bon déjeuner et on se retrouve à 14 h pour la suite de ce forum franco-allemand de l'énergie. Merci beaucoup.